Merci beaucoup pour cette invitation et vous m'avez donc invité à parler de l'influence des frères musulmans dans l'université. Voilà, tire ma légitimité surtout du fait d'être professeur de droit à l'université et j'ai pu constater la pénétration de l'islamisme dans les universités françaises. À dire vrai, cette pénétration ne date pas d'hier. Elle a commencé dès le début des années 80, sans malheureusement qu'aucun obstacle lui soit opposé. L'accueil, parfois bienveillant, parfois indifférent, de l'islamisme dans l'enseignement supérieur explique d'ailleurs, pour partie, que l'antisémitisme ait pu largement s'y exprimer depuis le pogrom du 7 octobre. Le reste de l'explication est à rechercher du côté des syndicats d'extrême gauche. Solidaires étudiants-E-S, donc Solidaires étudiants, un syndicat d'extrême gauche bien connu, a ainsi publié dès le 8 octobre un communiqué qui appelait au soutien indéfectible à la lutte du peuple palestinien dans toutes ses modalités et formes de lutte, y compris la lutte armée. C'est vous dire. Dans une sorte de phobie d'être perçue comme islamophobe, l'université s'est couchée. L'acmé a sans doute été atteinte ces derniers jours. Depuis environ 2 semaines, les sites de Tolbiac, Cassin et l'Oursine de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, sont bloqués par des étudiants qui s'opposent au partenariat avec des universités israéliennes. Les cours sont annulés ou ils sont délivrés en visio, les galops d'essai sont reportés. La tenue des partiels est menacée. Évidemment, il y a eu des dégradations. Eh bien, dans un très long message alambiqué, adressé à tous les enseignants et tous les étudiants de la faculté, la présidente de Paris 1, avant d'appeler tout de même à la fin des blocages, donne des gages d'anti-islamophobie aux militants pro-palestiniens. Ainsi, dans ce très long message de plusieurs pages, elle minimise les conventions passées avec les universités israéliennes, expliquant qu'elles ne concernent que la mobilité étudiante. Elle expose les actions menées pour accueillir des étudiants, des enseignants et des chercheurs gazaouis. Elle explique l'accord qui lie Paris 1 à l'université palestinienne Al-Najah dans le cadre d'un appel à projet dont le but est de financer une collaboration scientifique franco-palestinienne sur les thèmes relatifs aux mobilités forcées et empêchées en Palestine. Elle ajoute, la présidente de Paris 1 ajoute que d'autres accords et partenariats ont vocation à voir le jour dans les prochains mois afin de soutenir le processus de reconstruction des universités palestiniennes à Gaza dès lors que celui-ci sera entamé. Et elle précise que l'université a déjà soutenu l'organisation d'événements académiques au sujet des conflits en cours et que des initiatives scientifiques importantes, notamment sur l'histoire de Gaza, verront également le jour au premier semestre 2025. Excusez-moi, professeur, vous pouvez juste ralentir un peu le rythme? Oui, pardon. Pour les interprètes. Pardon, monsieur. Merci. Qui sont excellents, mais... Désolée. Donc, et en fait, au terme de ce très long message où elle donne tous ses gages, elle dit bon, il faut quand même arrêter les blocages, cesser les dégradations et reprendre les cours. Nous constaterons donc que tous les signaux d'alerte ont été négligés depuis de très nombreuses années, avant de se concentrer spécifiquement sur les étudiants musulmans de France, qui est un syndicat étudiant, dont les liens avec les frères musulmans sont connus. Tout d'abord, les alertes. Il y a plus de 20 ans, en 2003, la conférence des présidents d'université consacrait un colloque à la laïcité qui a donné lieu à un rapport. Ce rapport constate, on est en 2003, que dans certains établissements, les enseignants sont délibérément empêchés de tenir leurs cours, de traiter certains auteurs, de commenter certains ouvrages. Il ajoute que les enseignements des faits religieux dans les départements de sociologie, d'histoire, de langue notamment,
et l'exégèse des livres saints, en particulier le Coran, dans les sections arabes, ont donné lieu, dans plusieurs universités, à des comportements d'obstruction, d'agression verbale et à des manœuvres d'intimidation de quelques étudiants. Certains enseignants ont été contraints, dans un tel climat, de renoncer à certains cours et à aborder certaines parties des programmes qu'ils entendaient traiter. Les auteurs de ces interdictions, ou au moins de ces perturbations, agissent, dit le rapport de 2003, au nom de convictions religieuses qu'ils brandissent avec fanatisme et sectarisme. 10 ans après, dans un rapport intitulé « Expression religieuse et laïcité dans les établissements publics de l'enseignement supérieur en France », rédigé donc en 2013, le Haut Conseil à l'intégration, qui est devenu depuis l'Observatoire de la laïcité. Donc le Haut Conseil à l'intégration s'inquiète de l'émergence d'associations étudiantes communautaristes qui militent pour des droits particuliers sur des motifs identitaires. Le Haut Conseil à l'intégration relevait donc déjà en 2013 un grand nombre d'atteintes importantes à la laïcité à l'université, dans les cours et dans l'affectation des locaux détournés en lieux de culte, notamment au sein des CROUS. On apprend, alors les CROUS, ce sont les centres régionaux des œuvres universitaires et sociales. Les CROUS, c'est ce qui gère en fait les conditions de vie et d'études, les bourses, les logements, etc. Toujours est-il qu'on apprend, par exemple, qu'un espace collectif d'une résidence universitaire d'Antony, donc géré par le CROUS, avait été transformé en mosquée au tout début des années 80 et n'a été évacué qu'en 2008. À Nanterre, on apprend qu'au début des années 2000, les couloirs de certains bâtiments ont été investis par une association étudiante, l'AGEN, qui avait installé des postes de télévision et diffusé, évidemment sans autorisation, des vidéos tirées des images de propagande du Hamas dans l'université de Nanterre. Parmi les préconisations du rapport, le Haut Conseil à l'intégration proposait d'interdire dans les salles de cours, dans les lieux et situations d'enseignement et de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur, les signes et tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Les membres du Haut Conseil à l'intégration ont été immédiatement perçus comme des islamophobes et ça a donné lieu à plusieurs critiques très virulentes dans des tribunes. Ce rapport a donc été enterré, exactement comme le rapport Aubin en 2004 sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. C'est exactement la même histoire. Si bien que l'infiltration islamiste a continué de prospérer. Il suffit pour cela de constater l'augmentation continuelle de la présence d'étudiantes voilées sur les campus. Et déjà en 2003, les présidents de plusieurs universités, Nanterre, Paris 13 notamment, s'en inquiétaient. Ils se disaient frappés par l'augmentation brutale au début des années 2000, augmentation brutale du nombre de femmes voilées sur nos campus et parfois intégralement voilées, visage recouvert à l'exception des yeux. Aujourd'hui, évidemment, en 2024, les incidents se multiplient. À Lille, à Montpellier, à Aix-en-Provence, à Reims, à Marseille, le syndicat étudiant de droite, l'UNI, a relayé des vidéos de jeunes femmes voilées, parfois intégralement, visage recouvert, à l'exception des yeux, en train d'étudier en bibliothèque ou en salle de travaux dirigés. Des vidéos d'étudiants ont également été relayées, d'étudiants qui sont vus en train de prier dans les couloirs et parfois dans les toilettes des universités. Les écoles d'avocats sont également confrontées à ce problème. C'est vrai que je l'évoque parce que je suis prof de droit, donc j'ai été confrontée à ça. Les écoles d'avocats sont également confrontées au problème. Des élèves avocates, ils portent le voile depuis environ une dizaine d'années. Mais elles revendiquent
également de le porter en audience. Dans un premier temps, les barreaux se sont prononcés localement, le plus souvent en adoptant des règlements intérieurs interdisant le port de signes apparents d'appartenance religieuse pendant les audiences au palais. Mais le Conseil national des barreaux, craignant d'être accusé de discrimination, a longtemps refusé de modifier son règlement intérieur pour expressément interdire le port sur la robe d'avocat de signes marquant une appartenance idéologique ou religieuse. Cette timidité ne peut s'expliquer que par une certaine lâcheté, tant les principes fondamentaux régissant la profession d'avocat dictent sans hésitation possible l'interdiction du voile aux audiences. D'une part, la révélation de convictions religieuses par le port du voile n'est pas compatible avec le principe d'indépendance qui gouverne l'exercice de la profession. D'autre part, il n'est pas compatible non plus avec le principe d'égalité des avocats et des justiciables, car le costume de l'avocat sans signe distinctif témoigne de sa disponibilité pour tous les justiciables. Toutefois, devant la multiplication des revendications des élèves avocates et des jeunes avocates voilées, le Conseil national des barreaux a finalement changé d'avis. Le 7 septembre 2023, son Assemblée générale a finalement adopté des dispositions réglementaires interdisant le port de signes distinctifs sur le costume professionnel de l'avocat. Oui, il faut que vous me coupiez. On prendra la parole pendant les questions. D'accord, ok, très bien. Parfait. Alors, on a noté, je vais quand même réexpliquer pour nos amis qui sont là, devant nous. Eliasia, it's for you. Oui, je voudrais réexpliquer que les règles du port du voile sont réglées par la loi. Le port du voile est interdit dans les écoles. Il est autorisé à l'université. Ce qu'a signalé le docteur, Madame le professeur, c'est que la multiplication des femmes qui le portent montre une augmentation du nombre de jeunes femmes qui sont plus religieuses ou plus embrigadées, et que cette augmentation est un signe de propagande réussie. C'est pas pour l'interdire. Quant au problème qui s'est posé pour les tribunaux, la question de l'impossibilité de prendre une décision a créé une confusion et qu'il a fallu attendre l'année dernière pour que finalement le voile ne soit plus autorisé pendant les audiences. C'est simplement une règle qui n'a rien à voir avec une interdiction des femmes voilées, mais qui est le signalement de ce que notamment les frères musulmans poussent les limites de l'acceptabilité de la République, jusqu'où on peut aller pour grignoter l'ensemble des secteurs, y compris la justice. C'est une méthode, et il y a une phrase, si on doit en retenir, je crois, qu'une, c'est que finalement, au nom de la diversité, et donc du respect de la diversité, on finit par financer et accepter les ennemis des valeurs de la République.